Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, petite vidéo en vacances pour rendre hommage au réalisateur allemand Wolfgang Petersen qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 81 ans et j'avais envie de parler d'un de ses films oubliés que j'ai découvert à l'occasion. Alors évidemment j'ai déjà traité de Alerte, Das Boot et l'Histoire sans fin sur la chaîne. J'aurais pu aller piocher vers Dans la ligne de mire ou Air Force One, mais j'ai choisi du coup Enemy, ou en version originale Enemy Mine, adapté d'un roman court écrit par Barry B. Longear, qui participe au scénario. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Dennis Quaid et Louis Gossett Jr., citons aussi les présences au second plan de Brian James, qui est un acteur qui a joué pas mal de bad guys à l'époque, notamment dans Blade Runner. Il y a aussi Richard Marcus ou le jeune Bumper Robinson. Et il s'agit d'un film de science-fiction, sorte de space opéra humaniste à l'ancienne, pas forcément spectaculaire en soi, puisqu'il s'agit presque d'un huis clos sur une planète, racontant en fait l'histoire à la base d'une guerre entre les humains et une race d'aliens, les Dracs, quelque part à la fin du XXe, début XXIe siècle, peu importe. Une époque où sur la Terre tout allait bien, donc les êtres humains ont décidé d'aller coloniser d'autres endroits et faire la guerre ailleurs. Ils tombent donc sur ces bestioles, reptiles, et forcément, conquête de l'espace, etc. Sauf que, au milieu de cette introduction en mode Star Wars, hein, c'est à peu près l'époque, eh bien, deux vaisseaux vont tomber sur une planète étrange et inhabitée. Le vaisseau d'un être humain, qui s'appelle Willis Davidge, son coéquipier meurt au début et tout, et un autre, donc, piloté par un drac, qui va être appelé Jeriba Shigan. Enfin, c'est son vrai nom en fait, mais au début il y a tout un jeu là-dessus. Et forcément les deux... j'allais dire deux hommes, non, les deux êtres, d'autant plus que le drac en question n'est pas vraiment un homme, pas vraiment une femme, c'est un reptile, qui peut s'autoproduire même, eh bien ils vont se rencontrer, au début il va y avoir une vraie hostilité, le terrien essayant de tuer l'alien, mais celui-ci finalement, on va dire, le garde prisonnier, et ils vont commencer plus ou moins à établir un contact et peut-être devenir amis dans cette survie, cette attente longue, peut-être d'un secours éventuel. Et oui, il s'agit d'un très beau film. Je suis assez étonné même que, par exemple, quand il y a eu pas mal d'hommages sur Twitter pour le réalisateur, il n'a quasiment pas été cité. Je crois qu'il n'y a que l'ami bonimonteur français qui en a parlé. Parmi mes contacts, évidemment, j'ai pas tout épluché. Et c'est un film à réhabiliter, parce qu'à l'époque, ce fut un échec. Il faut dire que la production a été assez calamiteuse. Wolfgang Petersen arrivant en cours de route, d'ailleurs, il a vraiment repris les choses en main, il a annulé les scènes qui étaient déjà faites, il a tout voulu refaire en Allemagne, alors que ça avait été tourné ailleurs. Évidemment, ça a coûté cher, les exigences de Petersen étant là, mais il voulait faire vraiment de ce brûlot une œuvre, d'autant plus qu'il sortait de l'excellentissime et inoubliable L'Histoire sans fin. Donc il ne voulait pas décevoir tout simplement ses fans et spectateurs. Et d'ailleurs il a appelé son équipe technique, enfin certaines personnes de celle-ci, notamment au décor, Rolf Zedbauer qui s'est occupé de L'Histoire sans fin. Et ça se sent, on a toute une atmosphère très sombre, hein, cette planète très hostile. Il y a des moments où on a l'impression d'être dans les marais de la mélancolie, où il y a des fonds aussi remarquables qui ont été faits plus ou moins en studio, je crois. L'idée de grandeur est là, alors que pourtant c'était plutôt... tourné quand même dans des espaces, on va dire restreints, parce que ça n'existe pas, hein, ce qu'on voit dans les fonds, etc. Mais il y a un vrai travail là-dessus qui rappelle un peu l'esthétique d'anciens films de science-fiction des années 50-60, comme Planète Interdite, par exemple, qui est une référence ici. Mais le souci, c'est que le film n'a pas pris pour plein de raisons, parce qu'il y a eu Star Wars avant, donc forcément, la scène d'intro se veut un clin d'œil, mais je pense un contre-pied aussi. Et puis, beaucoup de gens attendaient un space opéra spectaculaire, belliqueux, la guerre, les aliens méchants, mais en fait pas du tout. On se retrouve avec deux personnes perdues comme sur une île déserte, une sorte de Robinson Crusoe, mais à deux. Et forcément, on va se concentrer sur leur lien qui va s'établir. Et c'est un brûlot sur la tolérance, avant tout, puisque au début, il se méfie, surtout le terrien, très américain, mais ça, on va y revenir. Et, parce qu'il y a un discours sur la société américaine également. Peut-être que c'était dans le bouquin d'ailleurs, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Et du coup, stéréotype, cliché,
Humour également qui va de là. D'ailleurs, c'est intéressant de voir le Drac qui est beaucoup plus humaniste et tolérant, qui va jouer sur ce côté un peu drôle à certains moments, en se moquant de la tête de son héros, et en étant le premier à apprendre la langue de l'autre très rapidement, alors que notre héros, sur le papier anti-héros au début presque, mais bon, les deux sont les héros, hein. Notre cher Dennis Quaid, lui, au début, il préfère, lui, être le maître à apprendre, faire apprendre, mais après, il va accueillir aussi cette culture, qui n'est pas forcément éloignée sur le côté potentiel vérité et recherche d'une certaine plénitude que certaines cultures sur la Terre d'ailleurs. Et c'est très 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 touchant ce qui se passe entre les deux, ils vont se sauver mutuellement de certaines créatures. Il y a aussi un petit bestiaire bien intéressant, une tortue mais surtout une bestiole qui sort un peu comme de l'enfer avec une tentacule. Et voilà, on reconnaît un petit peu aussi certaines, on va dire, méchantes des bêtes de l'histoire sans fin, notamment le loup. Enfin, c'est pas vraiment un loup, mais l'histoire du truc là qui représente le néant. C'est violent, et bon, évidemment, il y a des redites, c'est long, on voit le temps qui passe, mais c'est le but, c'est une des thématiques, la patience et l'attente. Dès le début, on nous l'incorpore avec ce fait que le personnage de Dennis Quaid et les autres dans le vaisseau, ils attendent quelque chose, qui enfin une hostilité, ils sont là depuis X temps, des mois, et là, paf, ils partent à la guerre, enfin, et ça se termine mal, et après, hop, autre forme d'attente et de patience sur cette planète, à survivre, à attendre, donc éventuellement des gens qui viendraient, d'autres humains qui débarquent à un moment, j'en dis pas plus, mais qui sont pas très gentils du tout, et j'implique là-dessus le côté aussi lecture politique et sociale, qui a peut-être pas plu aussi, alors qu'à l'Amérique de l'époque, c'était plutôt Ronald Reagan, et là c'est complètement l'inverse. Enfin, c'était l'ère réganienne, hein. Voilà, j'essaye de faire simple, hein, c'est un peu cinécritique, hein. Parfois je cherche mes mots, surtout dans un contexte un peu différent et beaucoup moins concentré, et oui, je profite un peu, mais là j'avais envie d'en faire une vidéo, hein, parce que j'ai été touché par la disparition de Wolfgang Petersen. Et donc, oui, revenons à cela, sur le côté de cette époque, c'était pas une priorité pour les Américains. Et c'est vrai que là-dessus, ça tord le cou à pas mal d'autres productions de l'époque. C'est un anti-blockbuster qui a quand même coûté cher, et forcément, ça n'a pas du tout pris. Puis le côté science-fiction comme ça, forcément, ce qui fonctionnait à l'époque, c'était Alien, Star Wars, il y avait plus d'action et de développement de certaines choses. Ici, on est vraiment centré psychologiquement sur deux protagonistes, et ben c'était pas ce que les gens recherchaient. Donc ça a été un flop, et depuis peu de gens en parlent, même s'il a été réhabilité et qu'il est très très apprécié des fans de SF quand même. Et je voulais le mettre en avant parce que je suis persuadé que vous, là, dans les commentaires, vous allez vous lâcher. Mais avant cela, quand même, développons quelque chose sur la société américaine. Le fait que les Dracs soient joués, pour ce qu'on voit dans le film, hein, par des acteurs afro-américains, ça a une importance. Déjà, Louis Gossett Jr. est génial dans ce rôle du Drac principal. Entre humour et moments touchants, je dis pas plus, mais il va se passer quelque chose par rapport à sa personne à un moment, deux choses même en fait, vers la milieu-fin du film, qui sont marquantes. Et du coup, oui, on voit des humains esclavagistes qui ont récupéré les Dracs dans un coin, il y a cette même haine envers le sauvage qu'il y a eu dans l'histoire de l'Amérique. Donc il y a clairement ici une lecture qui est directe, qui est très intéressante. Alors, le film en lui-même est très réussi sur son milieu avec les deux personnes qui survivent. Je trouve que c'est là-dessus que ça fonctionne bien, parfois c'est un peu long, mais c'est normal. Par contre, bon, l'intro est bien, parce que ça nous implique directement dans le récit avec une voix off. C'est facile, hein, c'est une grosse ficelle, mais pourquoi pas. Mais c'est la fin que j'ai trouvé un peu en dessous, parce qu'on essaye de tenter un truc spectaculaire, sans en dire plus, dans une sorte de mine d'ailleurs, donc d'où le titre anglais Enemy Mine, qui a un double sens, Enemy Mine, le mien aussi mine. Je pense que voilà, c'était drôle. Pourquoi pas? En français, c'est que Enemy. Bon, c'est dommage parce que depuis, il y a eu un film de Denis Villeneuve qui s'appelle comme ça, mais c'est pas grave, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs. Et ouais, cette fin est un peu, voilà, avec le personnage de Brian James, qui est charismatique, on aime bien le détester hein, dans ce genre de rôle. Mais ici, bon, ça casse un petit peu, même si la toute conclusion finale a un écho par rapport à ce qui s'est passé avant dans le film, et donc m'a assez ému. Mais voilà, c'est un très beau film, visuellement, esthétiquement, sur l'ambiance, l'atmosphère, le côté tolérance, les rapports humains, et pas humains que humains d'ailleurs, les rapports entre deux êtres vivants qui vont apprendre à se connaître, apprendre les langues. Il y a des trucs qui sont drôles aussi dans l'humour, par exemple, à un moment, le Drac qui cite sa divinité personnelle, et en face, en contrepoids, le personnage de Dennis Quaid, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit Mickey Mouse. Un clin d'œil, l'Amérique, hein, le pouvoir de Disney, Mickey.
c'était presque avant-gardiste, finalement, quand on y pense. On peut imaginer que dans quelques années, Mickey soit considéré comme une sorte de divinité. Bon, j'exagère un peu, mais c'est assez amusant quand même. Ça prouve que le côté spirituel, ici, de l'être humain principal n'est pas mis en avant, mais c'est aussi pour montrer que l'être humain, il est plus dans le pensée commerciale et divertissement, et surtout ici belliqueuse, hein, que côté tranquillité de l'esprit. Donc c'est intéressant, choc des cultures, mais aussi de belles choses qui émanent de ce lien qui va naître entre donc nos deux personnages principaux. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ses décors, de tout, hein, des acteurs, etc. De la musique de Maurice Jarre aussi, qui n'est pas forcément inoubliable dans l'absolu, mais qui est très bien, elle accompagne parfaitement, je pense, l'intrigue. Bref, à vous la parole, et puis une petite pensée à Wolfgang Petersen, donc n'hésitez pas à dire aussi ci-dessous quel est votre film préféré du monsieur. Il y a fort à parier que l'année prochaine, pour ses 30 ans, je parle de Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood. Eh oui. Allez, à la prochaine, ciao.